9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark. Une période de remaniement ministériel est aux journalistes politiques ce que le palmarès du Festival de Cannes est aux journalistes cinéma, sauf qu'il n'y a pas eu de Festival de Cannes cette année. 3 journalistes politiques sont autour de la table de Culture Média ce matin et je vous jure que c'est impressionnant. Laure Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service politique du quotidien Libération, celle ou celui que vous n'aviez pas vu venir au casting du gouvernement Castex ? Je crois on est tous d'accord pour dire qu'Éric Dupond-Moretti, c'est quand même la grosse surprise de ce remaniement et un petit peu le futur paratonnerre de toute l'action du gouvernement. On va se focaliser sur lui. Paratonnerre, il y aura donc de la foudre. On verra. En tout cas, lui, c'est l'a déclenché. Ça, on a vu dans les salles d'assises que c'était effectivement quelqu'un qui pouvait concentrer toute l'attention sur lui. Bruno Jeudi, bonjour. Bonjour Pascal. Revival. Ravi. Vous êtes rédacteur en chef politique à Paris Match, visiteur du soir sur BFM TV. Votre surprise à vous, la même ? Ouais, Dupond-Moretti. Franchement, en Macronie, ils appellent ça l'effet waouh. Moi, ça m'a mis sur le cul quand même. Ah oui. Ah oui. À ce point-là. Ah oui, j'ai pas vu 25 ans de journaliste politique, une surprise de cette taille, c'est quand même impressionnant parce que franchement, Dupond-Moretti, on sait qu'il approchait de plus en plus de la politique, il voulait un peu sortir de son cadre, il était déjà sorti du cadre de l'avocat qui faisait des spectacles, mais là il saute à pieds joints dans la politique et franchement on l'a pas vu venir. Moi, ça m'a mis sur le cul, déclare Bruno Jeudi, vous le gardez bien sûr, je m'adresse à la régie. Et je salue l'éditorialiste politique d'Europe 1, Michael Darmon, bonjour. Vous, il paraît que c'est la nomination de Nadia Hay qui vous a sidéré. Elle m'a sidéré d'abord pour une chose, c'est qu'elle va avoir un petit problème avec son suppléant, puisque son suppléant est impliqué dans une affaire de drogue, effectivement. Nouvelle ministre de la Ville, députée à la République En Marche, élue de Trappes, mais qui d'ailleurs aura effectivement peut-être une histoire en quelques jours, puisque son suppléant est apparemment, selon la presse et ce que l'on savait un petit peu avant déjà, pris dans un trafic de drogue, et donc ça va être compliqué d'arriver à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une chose. Non, la vraie surprise, pour moi aussi, bien évidemment, médiatiquement, c'est Dupond-Moretti, mais politiquement, c'est quand même l'arrivée de Gérald Darmanin place Beauvau, parce que la dernière fois, ça lui avait été empêché, ça lui avait été interdit, au nom de sa proximité avec Nicolas Sarkozy. Et cette fois-ci, c'est possible. Donc, que s'est-il passé depuis ? Je croyais que vous alliez me parler de la réouverture de l'enquête pour viol présumé, mais non, on s'en fout en fait. On sait que c'est une réouverture de procédure. On va attendre la fin de l'histoire. Oui, bien sûr, voilà. Mais vous admettez que ça aurait pu ça compter dans l'histoire. Ça va poser quelques questions, mais a priori, on a toujours les mêmes principes de présomption d'innocence. Donc, et ça vaudra aussi pour lui. Et puis, s'il y a des sujets, s'il y a une évolution, on verra bien. Mais politiquement, c'est quand même, je trouve, une évolution parce que une fois de plus, la dernière fois, ça lui avait été interdit au nom de sa proximité avec Nicolas Sarkozy. Depuis, ça a dû évoluer. Visiblement. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est de comprendre comment vous travaillez, y compris dans ces périodes extrêmement compulsives. Yes, no man's land, l'attente, laps de temps où tout circule, même n'importe quoi. Claire Chazal devait être à la culture, sauf si c'était Jean-Michel Jarre. Et Florence Parly devait devenir la 2e femme de l'histoire à Matignon. Et telle que vous ne me voyez pas forcément, là je regarde Bruno Jeudi. Si ces derniers temps on évoquait le nom de Jean-Yves Le Drian, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères, c'est plutôt aujourd'hui un autre ministre, voire une autre ministre, et ça correspondrait aussi à une promesse électorale d'Emmanuel Macron, mais il y a une femme aujourd'hui qui pourrait devenir Premier ministre, c'est peut-être, dit-on, la ministre de la Défense, Florence Parly. Bon, ça c'était mercredi dernier. Vous n'êtes pas le seul en cause, Bruno, de dire des choses. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe là quand vous dites ça ? C'est que quelqu'un vous l'a dit sous le sceau du secret et du coup vous a un petit peu manipulé ou... On est forcément, hélas, on peut être pris dans des mouvements d'intoxication, de manipulation, aussi de ballons d'essai. Parce qu'il y a aussi ça, le nom de Jean-Yves Le Drian qui a été avancé, puis plutôt retiré, le nom de Florence Parly qui a été soufflé par quelques conseillers du président. C'est-à-dire que vous servez à tester en fait quand C'est-à-dire qu'on sert à tester, oui, sans doute, mais c'est aussi parce que, j'allais dire, il travaille à voix haute et il regarde qui peut l'être. Et il n'y avait pas beaucoup de noms. Donc effectivement, entre l'expérience d'un Jean-Yves Le Drian qui a longtemps été vu comme une alternative à Édouard Philippe, et c'est assez logique politiquement de l'expliquer, puis finalement il n'avait pas tellement envie, on va dire les choses, et puis Florence Parly, une femme
plutôt venus de la gauche, et il y avait toute une partie de la Macronie qui poussait pour ça, ça existait cette Ça solution, existait. avant de disparaître. Laure Breton, vous avez commis, et c'est dans le bon sens du terme, un papier, me semble-t-il, ce week-end dans Libération, en racontant cette période un peu folle où tout s'échangeait, les rumeurs, etc. Est-ce qu'il y avait vraiment un jeu parmi les journalistes qui consistait à appeler les politiques en numéro privé pour leur faire croire que c'était quelqu'un d'autre? Alors, c'est... Vous l'avez fait ou pas? Pas cette année. Ah. On se lasse. C'est plutôt quelque chose. Non. Moi, je suis toujours étonnée en fait parce que ce papier, finalement, cet article, effectivement, aurait pu être commis à n'importe quel remaniement et après, à partir de toute cette période d'effervescence, finalement, la nature a horreur du vide et les journalistes politiques et les politiques eux-mêmes. Et ce papier aurait pu être adapté en 2012, aurait pu être adapté depuis 2017 à chaque fois qu'on a eu un remaniement. Ce qui me frappe, c'est qu'on revient systématiquement au même poncif ou aux mêmes règles habituelles. Il faut plus de femmes, il faut plus de gens des territoires. Quand on dit qu'on a un gouvernement de techno, c'est toujours les mêmes. Ouais. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Non, mais c'est moi qui m'excuse en réalité. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. 9h, 11h, Culture Média. Pascal Clark. Nous sommes avec Bruno Jeudi, Match BFM, Laure Breton, Libération, et pour Europe 1, Michael Darmon, et nous tentons de comprendre cette activité particulière, notamment partant de remaniement, journaliste politique. Vu d'un peu loin, on a l'impression, pardonnez-moi, d'assister à une sorte de représentation plus ou moins théâtrale, mais qu'est-ce qui se joue finalement? Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Ennio Morricone, hein, Pensée, dont la musique peut parfaitement paraître ironique. Deux sources proches de l'Élysée, dans l'entourage du président, selon les visiteurs du soir. Ça, c'est plus presse écrite, les visiteurs du soir. Ça cache quoi, ces pudeurs d'expression, Michael Darmon? Comment obtenez-vous vos indiscrétions? D'abord, ce ne sont pas des pudeurs d'expression, ce sont des outils de travail. Parce qu'on protège nos sources. Oui, ça c'est à la base. On l'accepte dans toutes les cultures politiques, dans tous les romans, dans tous les films. C'est en vrai. C'est en vrai, on protège nos sources. Normal, donc d'accord. on a des outils sémantiques qui, sur la base de la confiance qu'on peut créer, eh bien, nous permettent de dire des choses qui sont citables, mais pas sourçables, comme on dit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je dirais qu'on est un peu moins passif qu'on veut bien nous le présenter en général. C'est-à-dire que on raconte aussi un feuilleton, on raconte l'agenda officieux caché derrière le langage officiel. Si on avait cru en permanence qu'on disait tout se passe très bien entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, il n'y a aucun problème, tout va bien, le président a les meilleurs sondages du monde. Donc en fait, il faut quand même raconter ce qu'il y a derrière. Et dans un remaniement qui est le moment le plus violent, le moment qui cristallise toute la tension qu'il y a dans une vie politique, eh bien, on raconte les réflexions. Et c'est vrai que très tôt, ils ont pensé à changer. Et que avant que ça soit Castex ou Parly, c'était Jean-Yves Le Drian qui, dès début juin... Mais c'est-à-dire que ça existait. Ça existait. Et peut-être ballon d'essai, comme disait Bruno Jeudi. C'est pas un ballon d'essai, c'était une vraie réflexion. Ouais. Ils ont demandé, on en a parlé, j'en ai parlé avec des gens proches de Le Drian. Oui, c'est vrai, il y a une hypothèse, parce qu'en fait, il veut changer, il veut élargir. Donc, on n'a pas inventé que des personnes proches de Jean-Yves Le Drian appelaient des ministres pour savoir, toi, tu te verrais où. Pour tester telle loi. Non, on l'a pas inventé, ça a vraiment existé. Laure Breton, en ces temps particuliers, comment être certaine, et peut-être c'est impossible de ne pas être manipulé, parce que quelqu'un qui laisse fuiter a intérêt que vous diffusiez un nom qui court. C'est la règle de base du journaliste, c'est d'avoir deux sources et pas une seule, de toute manière, et de recouper quand effectivement quelqu'un essaye. Bruno dit très justement, c'est plutôt l'entourage de Le Drian ou l'entourage des ministres qui avaient envie de monter, qui essayaient de passer des messages. Je sais pas si on a imaginé un jour à la tête de l'État nommer le doyen du gouvernement, nommer quelqu'un qui était sous Hollande, je ne sais pas si ça faisait une bonne image pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. En revanche, effectivement, dans son entourage, à Jean-Yves Le Drian, on se disait que c'était peut-être le moment de monter en grade. C'est quand même celui qui va être 10 ans, quasiment 10 ans,
dans un ministère. C'est je crois que c'est la plus grande longévité d'un ministre de la Ve République. Il y a Jacques Lang. Ah, il y a déjà... Oui. Oui, il y a Jacques Lang, effectivement. En termes de longévité. Du coup, on est sur cette image. Dans plein de régaliens, mais il fait partie des ministres qui sont... Mais du coup, c'était quelqu'un de solide et c'était cette image que probablement la Macronie avait envie de renvoyer. On en revient toujours, pour parler avec des clichés, aussi à cette histoire de profondeur moi je l'aime pas, mais profondeur du banc de touche de la Macronie. Emmanuel Macron est un homme neuf, il arrive avec effectivement assez peu d'état-major, assez peu de gens dans sa besace, vu son jeune âge et sa relative nouveauté sur la scène politique. Donc il a besoin de ces images, de ces personnages connus, et c'est un autre pari qui est fait avec Castex, qui n'est pas connu, mais des ministres qui le sont beaucoup. Oui, alors donc finalement c'est assez malin. Bruno Jeudi, vous évoquiez en début d'émission cet effet waouh qui vous a mis sur le cul, c'est-à-dire la nomination d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. Est-ce que ça fait partie de sa désignation ? C'est-à-dire, l'effet médiatique est important pour Emmanuel Macron. Il faut aussi avoir ça dans la composition d'un gouvernement. Il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il cherche un ministre de la Justice. Il voulait remplacer Nicole Belloubet. Premier point. Deuxième point, il a le choix entre prendre des politiques classiques et il n'en a pas tant que ça. C'est ça c'est la vérité depuis le début du mandat. Et la deuxième solution, dans un remaniement général où au fond il y avait quand même plutôt un jeu de chaises musicales et pas de grandes surprises, alors qu'on nous a quand même parlé d'une réinvention, d'un nouveau chemin. Enfin voilà, On a 22 ministres confirmés quand même. Il cherche quand même à avoir quelque chose de nouveau, faire un coup et puis avoir vraiment une vraie personnalité qui va sinon disrupter, voire exploser un peu le système. Et il prépare ce coup dans le grand secret avec Éric Dupond-Moretti. Pour le coup, rien n'a filtré là. Mais c'est là que ça marche en général. C'est là que ça marche. Ouais, absolument. Michael Darmon. En fait, c'est même au-delà de ça, c'est aussi son enjeu stratégique. Il fait avec je mets un axe. Effectivement, Dupond-Moretti, Bachelot, il fait aussi un peu le gouvernement des grandes gueules. C'est-à-dire qu'il a besoin de sortir de la période des nobody. Il a construit au début son arrivée au pouvoir en disant je prends que des nouveaux, des inconnus, vous allez voir, ils vont éclater. Après, il leur a dit bravo les amateurs. Et maintenant, il dit c'est la fin des amateurs. Parce qu'il a besoin que les Français c'est pas parce qu'on est connu qu'on est professionnel. Non plus. Aujourd'hui, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire qu'au fond, parce que l'époque effectivement a changé, parce que l'époque est organisée aussi autour des médias, et nous sommes chacun de nous maintenant aussi des médias, eh bien, celui ou la personne qui incarne peut aussi susciter l'adhésion. En tout cas, elle suscite de l'intérêt. Et c'est déjà très important. Si on met de côté ces deux têtes d'affiche très médiatiques, Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot, elles sont aussi faites pour ça. Michael Darmon nous a donné sa vraie surprise, c'est Darmanin à l'intérieur, et vous ? Gérald Darmanin. Plus politique, c'est Gérald Darmanin, il concentre tout, la politique, la trajectoire personnelle, la montée en puissance de la droite dans ce gouvernement, c'est évidemment très important. Le reste, c'est quand même des gens. Alors après, je dirais quand même qu'il y a quelqu'un qui est très renforcé dans ce gouvernement avec une grande confiance qui n'était pas gagnée au début, c'est Bruno Le Maire. Absolument. Qui voit son ministère grossir, qui voit son importance s'installer, et franchement, Bruno Le Maire va devenir une pièce essentielle dans les mois qui viennent. Attendez-vous à ça. Mais en face, on a Gérald Darmanin, effectivement, qui devient ministre de l'Intérieur. On parle de ces rumeurs, on parle de tout ce qu'on a eu dans nos téléphones tout ce week-end. On était à peu près certains hier matin que ce serait Jean-Michel Blanquer qui serait ministre de l'Intérieur. Et quand dans mon article, on racontait que quelqu'un faisait ses cartons et faisait savoir qu'il faisait ses cartons, c'était Jean-Michel Blanquer. Donc celui qui a le seum absolu ce matin, un de ses collègues le disait, c'est la plus grosse claque. Voilà, c'est ça. Ouais. Il était ministre de l'Intérieur. Il a le seum Blanquer. Ce qui vous fait titrer, mais personne n'en redouble. Blanquer redouble. Oui. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans Culture Média. Laure Breton, Libération, Bruno Jeudi, Match chez BFM et Michael Darmon d'ici.